Nicolas B. Donc Emmanuel Macron annonce ce soir à la télévision les chantiers d'action prioritaires. Il avancera les premières mesures concrètes après 5 mois de crise des Gilets jaunes, 3 mois de grands débats. C'est qui tout double pour toute la presse ce matin. Vous en attendez quoi de concret ce soir ? Moi, j'attends pas grand-chose. Je suis comme beaucoup de Français, je me fais pas beaucoup d'illusions sur les intentions d'Emmanuel Macron. Je crois qu'il n'a pas l'intention de changer. Vous pensez qu'il y aura des surprises ou pas ? Non, mais il y aura peut-être quelques mesures symboliques, voilà, c'est possible, mais en tout cas, il n'y aura pas de changement de cap politique. Or, c'est ce que les Français attendent. Quelle réponse sur la fiscalité qui est confiscatoire dans notre pays? Quelle réponse sur le pouvoir d'achat, sur les protections économiques, sur le fédéralisme européen, puisqu'il veut aller toujours plus loin dans cette logique-là, sur la question migratoire. Voilà, je crois que sur tous ces sujets-là, il n'a pas l'intention de changer d'orientation. Or, c'est ça que les Français attendent. Des exercices de prise de parole devant les Français, il en a déjà fait plusieurs ces derniers mois. Et ça aboutit à quoi? Absolument à une rien. grosse audience. 23 millions de téléspectateurs la dernière fois. Oui, parce que je pense que les Français sont attentifs malgré tout à ce que dit le président de la République. Et ils sont d'ailleurs souvent d'autant plus déçus après. Le grand débat, ça a consisté, tout le monde l'a vu, dans une vaste opération de communication. C'était un grand monologue. C'était un public à chaque fois trié sur le volet, des questions triées sur le volet à l'avance. Finalement, une mise en scène d'Emmanuel Macron, beaucoup plus qu'une attention portée aux préoccupations des Français et avec à la clé des solutions. Alors, il doit quand même annoncer des mesures ce soir. En tout cas, il a dit qu'il annoncerait ses premières mesures. Quelles doivent être ces mesures pour vous? Pour moi, il faudrait des mesures à la fois pour réduire la fracture démocratique, réduire la fracture territoriale et réduire la fracture de pouvoir d'achat, la fracture sociale et fiscale. Mais précisément, comment rendre du pouvoir d'achat aux Français? Démocratique, ce sera évidemment la mesure du référendum d'initiative citoyenne. Il doit y avoir une vraie démocratie représentative, un mode de scrutin à la proportionnelle pour élire des députés et un vrai mécanisme de démocratie directe, référendum d'initiative citoyenne, qui permettrait d'adopter une loi que le gouvernement refuse d'adopter ou d'abroger une loi que le gouvernement aurait mis en œuvre et dont les Français ne veulent pas. Et puis, juste sur la proportionnelle, il envisage d'aller au-delà des 15% initialement prévus. On parle de 20-25%, ça vous irait? Le problème, c'est que ça reste des doses insuffisantes. On voit bien que l'idée derrière tout ça, c'est une dose de démocratie, quoi. Finalement, avoir une Assemblée nationale qui n'est pas représentative de la France, mais qui le sera un tout petit peu quand même. Non, c'est insuffisant. Donc pour vous, c'est quoi? Proportionnel intégral ou rien, c'est ça? Proportionnel intégral ou proportionnel presque intégral, avec éventuellement une prime majoritaire qui permet de dégager une majorité en siège. Mais ça ne peut pas être une dose simplement de proportionnel de 10, 15 ou 20%. Donc le chiffre, pour vous? Moi, je pense qu'il faut la proportionnelle intégrale avec, par exemple, une prime majoritaire de 30%. Comment rendre du pouvoir d'achat aux Français? Parce que c'est ça qui est attendu quand même. Par une baisse importante de la fiscalité. On a vu ces dernières semaines... Quels impôts? Tous les ministres du gouvernement ont des idées pour trouver des impôts supplémentaires, pour créer des... Alors, ceux qui veulent mettre l'impôt sur le revenu dès le premier euro, ceux qui veulent supprimer les niches fiscales, ceux qui veulent refaire une taxe carbone. Il faut baisser globalement la fiscalité. 48% du PIB en prélèvement obligatoire en France. On est le pays le plus imposé de l'OCDE. Quels impôts faut-il baisser? Oui, lesquels? Mais tous, précisément. Tous, c'est pas possible. Bien sûr que si. Une bonne partie, bien sûr, l'impôt sur le revenu, bien sûr. Il faut une fiscalité qui soit la plus faible possible sur l'avenue du travail, qui soit raisonnable sur le capital quand il est réinvesti dans l'économie française, dans le tissu de TPE-PME ou dans l'immobilier, et qui soit en revanche plus forte, une fiscalité plus forte, et nous l'assumons, sur les flux de capitaux, sur la spéculation. Philippe va dans votre sens, il parle d'exaspération fiscale, il dit qu'il y aura des baisses d'impôts. Si c'est le cas, vous direz bravo. Non mais s'ils ont dépensé 12 millions d'euros pour s'apercevoir que les Français veulent des baisses d'impôts, c'était pas la peine. Hein. Il suffisait juste de tendre un peu l'oreille. Donc maintenant, il faut des actes. Moi, je ne suis pas au gouvernement, je suis dans l'opposition. Donc je dis que le gouvernement doit de manière urgente baisser la fiscalité sur les classes populaires et sur les classes moyennes. Il y a plusieurs leviers possibles. Il y a la TVA, il y a l'impôt sur le revenu, il y a évidemment la fiscalité aussi des collectivités territoriales. Mais pour ça, il faut être capable... Par exemple, une plus grande progressivité de l'impôt sur le revenu. On parle d'une tranche supplémentaire à l'entrée de l'impôt, ça vous êtes pour? Oui, à la fois baisser le niveau des premières tranches en particulier, et puis une plus grande progressivité. Oui, ce serait évidemment une des pistes. Mais il faut globalement réussir à baisser la fiscalité, ce qui nécessite évidemment d'être capable de faire des économies. Pas sur la police, la justice ou l'hôpital, qui sont déjà à l'os. Alors sur quoi vous faites les économies? Eh bien, la politique de la ville, 100 milliards d'euros déversés en 30 ans, pour quel résultat? Le millefeuille territorial, l'enchevêtrement des compétences, les doublonnages partout, avec là aussi une inefficacité et un coût exorbitant pour le contribuable. Marine Le Pen présente donc aujourd'hui son manifeste et ses propositions en vue des élections européennes pour tout remettre sur la table sans sortir de l'euro, entérinant ainsi un virage quand même pris pendant les présidentielles. Vous étiez favorable à ce virage, vous, assez tôt? Oui, moi je pense quand c'était encore le Front National, j'allais dire. Je pense que le fait de poser la question monétaire, c'est légitime. Mais ça a posé un problème dans le parti quand même. Ça a posé un problème dans le parti.
de dire, comme certains qui nous ont quittés depuis, qu'il fallait sortir brutalement, unilatéralement, à mon avis, était une erreur. L'euro... Florian Philippot. On en a eu les inconvénients, il serait peut-être temps d'en avoir les avantages. On a eu les inconvénients, c'est-à-dire une monnaie qui est trop fortement évaluée par rapport à l'état de notre économie, qui sert les intérêts de l'Allemagne et des anciens pays de la zone marque au détriment de la plupart des autres. Il faut réussir à avoir une monnaie qui est moins fortement évaluée. On a 60 milliards de déficit de nos balances commerciales. Et puis, il y a des leviers d'action possibles. Il faut que la BCE, qui est indépendante, mais qui en réalité est à Francfort et sert les intérêts de l'Allemagne, eh bien, il faut qu'elle ait dans son mandat d'abord un vrai contrôle par les États membres de la zone euro. Ensuite, donc, dans son mandat, il n'y ait pas simplement la lutte contre l'inflation, mais aussi la lutte contre le chômage. Il faut aussi faire de la création monétaire au bénéfice des États et de l'économie réelle, et pas simplement au bénéfice des banques, comme ça a été fait ces dernières années. Bref, il faut qu'on ait une monnaie qui soit un outil au service de l'économie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On pourrait, si l'euro revient à un niveau raisonnable, conforme à notre économie, eh bien, ça peut être un outil de la puissance européenne. Et qui sait, demain... Finalement, l'euro a de gros avantages. Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, on en a eu essentiellement les inconvénients. Ça a coûté très cher aux Français. Un récent rapport, d'ailleurs, extrêmement documenté d'un institut allemand l'a démontré. Ça a servi les intérêts de l'Allemagne. C'était sans doute fait pour ça. Nous, on est pragmatique. On n'est pas dogmatique dans ce domaine. Si on peut avoir une gouvernance de la zone euro qui permette d'avoir une monnaie qui serve l'économie française demain, eh bien, ce serait une bonne chose, mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous, ce qu'on défend, ce n'est pas l'Union européenne où toutes les décisions sont prises par la Commission européenne qui détient des pouvoirs exorbitants et qui s'impose ensuite aux États membres. C'est des coopérations dans lesquelles on s'investit ou on ne s'investit pas. Vous voulez retirer les pouvoirs de la Commission européenne? Oui, moi, je pense qu'il faut supprimer la Commission européenne. Supprimer la Commission européenne avec le Conseil, c'est-à-dire les gouvernements qui décident d'un certain nombre de coopérations. Certains s'y investissent, d'autres pas. Ensuite, que le Parlement mette en œuvre ces coopérations de manière concrète, projet par projet. C'est ça qui est efficace. Et ça évitera qu'il y ait des pays qui soient frustrés parce qu'ils ont le sentiment que jamais leurs préoccupations sont prises en compte. Ce qui a marché dans l'Europe, c'est Ariane Espace, c'est Airbus, c'est des conglomérats industriels, quelques pays qui mettent des compétences et une volonté ensemble. Ça aboutit au rayonnement de l'Europe. Le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que les nations européennes, les grandes nations, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, ont plus rayonné sur la planète lorsqu'elles n'étaient pas dans le cadre coercitif contraignant de l'Union européenne que depuis qu'elles y sont. Au sein du Parlement européen, aujourd'hui, quels sont vos alliés? Est-ce que vous serez en capacité de former un seul groupe des populistes? Vous êtes chargé de ça, vous, pendant cette campagne. On est en situation, je pense, d'être une force incontournable dans l'hémicycle du Parlement européen au lendemain du 26 mai. Aujourd'hui, moi, je co-préside notre groupe. On a 40 députés de 8 nationalités différentes. Nous allons connaître une croissance numérique très importante, beaucoup de nouveaux députés, de nouveaux partis, de nouveaux alliés. On voit bien qu'il y a une dynamique à l'échelle continentale. Pas plus tard qu'hier soir en Finlande, les vrais Finlandais, qui est un parti patriote, est arrivé quasiment en tête, au coude à coude avec les socialistes. On voit bien qu'il y a une croissance qui s'exprime un peu partout. En Estonie, il y a quelques semaines, un parti similaire a également obtenu d'excellents résultats et maintenant fait partie de la coalition gouvernementale. On a nos alliés italiens de la Lega qui sont au pouvoir, les Autrichiens sont au pouvoir. En réalité, il y a plusieurs groupes, ça n'empêche pas d'ailleurs... Les Polonais, ils ne veulent pas venir avec vous. Il y a le cas particulier des Polonais qui n'ont pas l'air très favorables à l'idée d'un grand groupe. Mais enfin, moi, le constat que je fais, c'est que la plupart... Et vous êtes optimiste sur la création de ce grand groupe? Oui, moi, je suis assez optimiste. Je pense que c'est possible. Et ça dépendra un peu du rapport de force au soir du 26 mai. Mais moi, ce que je sais et ce que je vois et ce que je vis, puisque je les rencontre les uns et les autres presque tous les jours, c'est qu'il y a une dynamique à l'échelle continentale, qu'il y a des partis nationaux patriotes qui sont en train d'émerger, voire d'arriver au pouvoir partout en Europe. Est-ce que vous parlez avec le parti de Viktor Orban, actuellement suspendu du PPE? Vous dites que c'est un Premier ministre courageux. Est-ce qu'il pourrait vous rejoindre? Écoutez, ça c'est à lui de répondre à cette question. Vous n'avez pas de discussion avec on tend la main. Si, on a eu un certain nombre de contacts, d'échanges. On avait rencontré à la fois Viktor Orban, certains de ses ministres, en différentes occasions. On voit bien qu'aujourd'hui, il est au PPE. Il l'est sans doute de manière très temporaire. Il formule des critiques très légitimes sur le PPE qui constitue, il ne faut pas l'oublier, le bloc majoritaire au Parlement européen, avec les socialistes et les macronistes. Ils décident des orientations actuelles de l'Union européenne. Donc quand ils disent on va changer l'Europe, en réalité c'est la leur qui veulent changer, ça n'a aucun sens. Ils ont tous les leviers de pouvoir actuellement dans l'Union européenne. Ils mènent une politique qui est contraire à nos intérêts. Et donc l'alternance, l'alternative, c'est nous.